Tac, allez, c'est parti. Donc voilà, pourquoi étudier à l'étranger? Vous ouvrez l'esprit, apprendre plein de langues, vous créez un réseau d'amis et de personnes voilà, qui pensent comme vous, qui sont aussi passionnés par l'art, et vous distinguez sur le marché de l'emploi par la suite, puisqu'on sait que dans tous les domaines, le marché de l'emploi, et surtout en ce moment, n'est pas très simple. Euh, et en ayant voilà, fait une expérience à l'étranger, c'est sûr que vous vous distinguez par rapport aux autres candidats et vous augmentez vos chances d'accéder à des postes intéressants, parfois mieux rémunérés. Donc voilà, c'est difficile quand même de trouver des arguments qui iraient à l'encontre du fait d'entreprendre un projet d'études à l'étranger. C'est très généralement une très belle idée. Alors, quand on parle d'études à l'étranger, évidemment, il y a énormément de possibilités. On ne peut pas ce soir parler de tous les pays, de tous les systèmes éducatifs. Ce serait long et fastidieux. Je vais donc plutôt me concentrer sur les systèmes anglophones, pour la simple et bonne raison que c'est généralement ce qu'on nous demande en premier. Ça ne veut pas dire que d'autres destinations ne sont pas possibles et ne sont pas à privilégier. Mais voilà, ce soir, on parlera plutôt de ces systèmes-là et de ses avantages. C'est vrai que ce sont des systèmes connus et reconnus dans le monde, avec de très belles universités et des écoles prestigieuses, notamment dans le domaine des arts. Ce sont des établissements qui vont bénéficier de très grandes installations, à la fois pour se loger, par exemple, sur le campus et suivre ses cours, mais évidemment, écoutez, au niveau des installations spécifiques à ce que vous souhaitez étudier, des ateliers, des studios. Euh, euh, Ce sont des universités qui ont quand même généralement plus de moyens, en tout cas que les universités ou les écoles publiques en France. Et donc, vous avez vraiment accès aux dernières technologies et aux dernières innovations. Euh, Ce qui est peut-être le plus important dans ces systèmes-là, c'est l'approche pédagogique, qui aussi, elle, est vraiment très différente. On va privilégier vraiment des petits groupes, l'enseignement en petits groupes, avec des professeurs qui vont généralement être très disponibles, et qui vont appliquer une politique de porte ouverte. Je pense que Tania, quand elle parlera de son université tout à l'heure, nous le confirmera. Mais c'est ce qui fait vraiment l'attrait de ces écoles, c'est que vous pouvez apprendre en petit comité de manière très participative. Il ne s'agit pas d'écouter un professeur et puis de régurgiter les enseignements, mais vraiment de participer dès le départ de manière très active et de créer tout de suite, dès le départ, de participer dans des projets concrets. Aux côtés aussi de professionnels, puisque souvent les entreprises sont très impliquées d'ailleurs sur les campus et auprès des étudiants, ce qui est un grand avantage également. Euh, un autre point important, ça va être la flexibilité des cursus, et ce à deux niveaux. On verra tout à l'heure comment il est possible notamment de mélanger plusieurs spécialités et de choisir un petit peu certaines matières à la carte, pour ainsi dire. Mais une ouverture aussi au niveau des débouchés. Et ça, en particulier, lorsqu'il s'agit des études artistiques, je trouve que c'est un point important à souligner, en tout cas comparé au système français qu'on connaît mieux. Disons qu'au Royaume-Uni, par exemple, vous pouvez tout à fait, après le bac, faire des études artistiques, euh, mais sans nécessairement travailler dans le domaine artistique par la suite. Vous pouvez très bien être recruté par une entreprise pour devenir expert comptable ou travailler dans le marketing. C'est tout à fait possible. Les entreprises, d'ailleurs, ont un rôle à jouer assez important au niveau de la formation et recherchent souvent des profils un peu différents, plus créatifs parfois. Donc, c'est même quelque chose qui peut être très bien vu. Euh, et pour quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans une filière artistique en pensant, est-ce que je vais trouver du travail derrière, surtout dans le domaine artistique, c'est vrai qu'on peut se dire, ça va être limité. Je pense à beaucoup de parents en particulier avec qui j'ai l'habitude d'échanger et qui s'inquiètent de ce fait-là. Je trouve que dans le système anglo-saxon, en tout cas, voilà, il y a moins lieu de s'inquiéter à ce niveau-là. Toutes les portes restent plus ou moins ouvertes.
Et puis la vie de campus universitaire qui est très importante aussi dans ces pays-là. On a parlé des grands campus avec plein d'installations, c'est une chose. Et vous avez donc le contenu académique avec une approche plutôt participative et voilà, des cours en petits groupes. Mais à côté de ça, vous avez une vie universitaire très riche et intéressante. Euh, je pense aux associations étudiantes, qu'elles soient sportives, culturelles, associatives. Et c'est tout aussi important. C'est vraiment un apprentissage au-delà de l'académique, peut-être plutôt un apprentissage social que vous faites, à vivre en communauté, à vous faire de nouveaux amis, à découvrir d'autres choses qui dépassent le simple cadre de vos études, qui participent d'ailleurs aussi au développement du réseau dont on a parlé tout à l'heure. Donc, histoire de cadrer un petit peu notre présentation ce soir, on parle des filières artistiques. C'est vrai que c'est quand même assez large en fin de compte. Alors, j'ai listé un petit peu voilà, les domaines dont on pourra parler de manière plus spécifique. Alors, Edwidge, qui est avec nous et qui est donc prof d'art, sera vraiment plutôt axé, il me semble, hein, Edwidge, tu me confirmeras, mais sur tout ce qui est beaux-arts, arts appliqués, éventuellement le digital aussi, Edwidge, l'architecture. et l'architecture. Mais bon, on peut aussi parler d'art du spectacle, tout ce qui est théâtre, danse, cinéma, musique, images et son, réalisation, des choses comme ça. C'est deux domaines aussi qui attirent les jeunes. Alors, notre présentation, elle est quand même légèrement plus axée vers tout ce qui est beaux-arts, art appliqué, digital, architecture, notamment au niveau de la réalisation de portfolio et de choses comme ça. Mais bon, si vous êtes intéressé par d'autres filières et que vous avez des questions à ce sujet, on sera tout à fait à même d'y répondre à la fin de cette présentation ou dans le chat. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, quand vous partez à l'étranger, du moins dans les filières anglo-saxonnes, les études d'art vont se décomposer un petit peu sous cette forme-là, hein, pour faire un peu l'équivalence par rapport à la France. La première étape, en principe, c'est la case Foundation Year, qui est quasi incontournable, je dirais. C'est ce qui correspond à la prépa art en France. Donc, à moins d'avoir fait une filière artistique au bac, je pense au STD 2A, il me semble, en principe, vous n'aurez pas fait énormément de contenu artistique pendant la terminale, ce qui est embêtant. Donc, ou alors peut-être vous avez fait plein de choses en dehors, ça reste à voir. Mais en tout cas, l'idée, le principe de l'année de préparation, c'est de vous préparer à ces études-là et de constituer un vrai portfolio qui vous permet derrière de présenter sérieusement les grandes universités artistiques, et pas que les grandes universités, de manière générale les filières artistiques. Certaines universités vous permettent quand même de rentrer sans portfolio, mais globalement, c'est quand même quelque chose de très important dans la démarche. Edwidge, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose au sujet des programmes de Foundation? Sur la Foundation, ce qui est important à bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est aussi une année pour vous, comme c'est une année de mise à niveau et d'acquisition des fondamentaux, ça vous permet aussi de choisir aussi votre spécialité. Parce que comme le disait très justement Marc, bon, alors c'est vrai que maintenant, avec le nouveau bac, vous pouvez choisir comme spé art ou art plastique. Donc, vous avez quand même, et grâce, j'allais dire, au nouveau bac, pour ceux qui prennent ces spé-là, vous avez une maturité, j'allais dire, déjà un temps supérieur peut-être en art que celle que avaient les élèves précédemment. Mais l'avantage de la Foundation, c'est une année de mise à niveau, d'acquisition des fondamentaux, mais également de compréhension des spé de chacun des domaines pour pouvoir ensuite poursuivre vos études. Voilà, parfait. Et donc, suite à cette Foundation, typiquement, vous allez pouvoir accéder aux formations universitaires à proprement parler. Il va y avoir des formations courtes qui correspondraient un petit peu au BTS en France, en 2 ans. Et vous allez avoir aussi des formations un peu plus longues, en 3-4 ans, qui correspondent à la licence en France. C'est ce qu'on va appeler le bachelor. En sachant qu'il peut être possible, après avoir fait un bac plus 2 à l'étranger, de continuer de compléter votre formation avec une dernière année de bachelor.
et certaines écoles vont également reconnaître et accepter les bacs plus de français. Je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés. Pour rejoindre directement la troisième année chez eux si votre formation est compatible avec la leur. Et puis voilà, après tout ça, vous avez la possibilité de faire un master en un an ou 2 ans selon le pays. Au Royaume-Uni, en l'occurrence, c'est plus souvent 1 an. Aux États-Unis, par exemple, on serait plutôt sur des formations en 2 ans. Mais à tous les niveaux, vous avez une équivalence avec la France à chaque fois. Donc, et les diplômes que vous pourrez valider dans ces pays-là seront tout à fait reconnus en France comme ailleurs à l'international de manière générale. Je vous ai mis ça vraiment en réponse aux questions qu'on a pu nous envoyer aussi en amont de cette présentation. Pas mal d'étudiants se questionnaient sur les écoles à cibler à l'étranger. Alors, c'est impossible de toutes les lister. C'est complètement impossible. Il y en a des centaines et des centaines qui sont vraiment très intéressantes. Je vous ai répertorié les plus connus peut-être. Des très bonnes universités aussi qui vont être reconnues notamment dans les classements internationaux. Mais en fonction des filières, ce n'est pas forcément les mêmes universités que vous devriez cibler. On me demande énormément Central St. Martin's, qui est une école d'art à Londres, qui fait partie du réseau University of the Arts London, et qui est très, très exigeante, qui va proposer de belles filières en beaux-arts, en art appliqué aussi, en mode. Voilà, une destination qui est très prisée, aussi extrêmement sélective, et à laquelle, c'est toutes ces écoles-là d'ailleurs, hein, je vous dirais franchement, qui sont dans cette liste-là, sans avoir fait une année de préparation en amont, c'est très compliqué quand même, voire impossible d'y accéder. Il faut vraiment un portfolio très costaud et des expériences significatives pour pouvoir le faire. J'avais indiqué Arts University Bournemouth, donc qui est Tania qui est avec nous. On a cette chance-là et vous verrez, vous en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment une des meilleures écoles en Angleterre pour tout ce qui est art appliqué, mais ils ont aussi d'autres filières hein, qui vous présentera. Donc voilà, ça vous pourrez regarder, écouter par la suite. Hein, et encore une fois, ça ne se limite certainement pas à ces écoles-là, il y en a plein d'autres. Peut-être moins connus, mais qui doivent être considérés aussi. Et ça fait partie du travail que typiquement j'effectue avec les étudiants, c'est de les aider à cibler les bonnes écoles en fonction de leur projet, des critères, notamment du budget, du projet professionnel, de la localisation, enfin, ouais, toutes sortes de choses qui rentrent en jeu quand on sélectionne un établissement. Et les options ne manquent pas en tout. À ce propos-là, Oui. Marc, j'ai 2 questions à ce niveau-là. C'était sur les prépas de Montréal. Est-ce que tu as quelque chose à nous répondre à ce moment-là? Vive demande s'il existe des prépas à Montréal plus spécifiquement, mais c'est peut-être un cas particulier auquel tu réponds. C'est un peu je pense qu'il doit en exister. Alors, c'est plutôt une collègue à moi, Alice, qui n'est pas là ce soir, mais qui s'occupe du Canada. Donc, ça pourrait être intéressant. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous les soumettre. Hein. On mettra nos coordonnées à la fin. Si vous vouliez... Oui, pardon, Edwige. Par contre, qui rejoint ce que l'on disait tout à l'heure et qui est intéressante sur les équivalences de la part de Madame Jacquet. Est-ce qu'un bachelor anglo-saxon permet d'entrer en master en France? Absolument. Je rejoins une deuxième question, à savoir est-ce que la Foundation considérée comme une première année d'école en France? Ça, c'est plus. Alors, la licence, ça, il n'y a aucun problème. Donc, le bachelor, effectivement, est tout à fait équivalent à la licence française. La Foundation, c'est la prépa art. Ça dépend de la prépa art en France, Edwige. Ça correspond à un bac plus 1? Non, nous, ça ne correspond pas à un bac plus 1, c'est une année 0, sauf à la marge certaines écoles privées. Donc, je pense que ce serait pareil. C'est vraiment plutôt, effectivement, une année 0. Je n'aime pas le terme année 0, mais oui. Et Madame Jacquet repose une question sur les Pays-Bas. Alors moi, je peux y répondre. Si jamais sur les Pays-Bas, en effet, on prépare nos élèves sur 2 grandes écoles aux Pays-Bas, Eindhoven et la Rietveld Academy, hein, qui sont, j'allais dire, c'est vrai qu'on prépare dans les écoles avec Marc ou en indépendant toutes les grandes écoles européennes. Et aux Pays-Bas, on a ces 2 écoles-là. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse sur le système américain parce qu'il y a quelque chose que je trouve vraiment génial dans ce système-là.
c'est le concept de liberal arts and sciences qui est vraiment spécifique aux États-Unis, qui commence, ceci étant dit, à se développer aussi dans d'autres pays, mais c'est vraiment des États-Unis que ça provient. Et c'est cette idée de pouvoir mélanger des matières totalement différentes. Et j'ai vu d'ailleurs dans les questions qu'on nous a posées en amont de cette conférence que certains étudiants peut-être se posent cette question-là. Aux États-Unis, concrètement, c'est possible de faire des études de beaux-arts et de combiner avec quelque chose qui n'a rien à voir, comme les mathématiques, par exemple, ou le commerce ou l'ingénierie. Et ça, bah, justement, voilà, pour quelqu'un qui se pose des questions sur l'avenir, qui ne sait pas exactement comment se placer, ou qui souhaite tout simplement se garder plus de portes ouvertes, ou qui a un intérêt égal pour différents sujets, bah, c'est vrai que le système américain permet vraiment de combiner différentes filières et de construire votre cursus à la carte. Voilà, et vous, en fonction de vos intérêts au fur et à mesure, à la fin, vous validez un diplôme avec une grande spécialisation qu'on appelle le major, qui pourrait être donc la spécialisation en mode, par exemple, avec un minor, c'est une sous-spécialisation qui pourrait être de la littérature ou du commerce ou peu importe ce que vous voulez en fait. Voilà, vraiment toutes sortes d'options possibles. Donc ça, si vous ne connaissiez pas ce système-là, je trouve que c'est intéressant voilà, de mettre à votre disposition. Je vais assez rapidement parler du coût des études en espérant ne pas trop vous effrayer. Ce que vous voyez là, donc c'est par destination, c'est des moyennes. Vous avez en bleu le coût, on va dire, minimum des études dans ces pays-là et en violet le maximum. Hein. Donc évidemment, les États-Unis, tout de suite, ça saute aux yeux comme étant potentiellement très cher. C'est vrai que vous avez des universités aux États-Unis qui coûtent extrêmement cher. En réalité, la moyenne est beaucoup plus basse. Et vous avez aussi des formations qui sont très abordables dans les eaux de 7 000 euros par an, par exemple, dans des collèges. C'est des universités, enfin des écoles plutôt, qui vont assurer les 2 premières années après le bac, par exemple. Au Royaume-Uni, les frais de scolarité, je ne sais pas si vous suivez les actualités en lien avec le Brexit, mais c'est vrai que les frais de scolarité risquent d'augmenter suite au Brexit. C'est le cas déjà chez certaines universités. Beaucoup d'universités proposent des bourses ou même des réductions automatiques à l'attention des Européens pour maintenir une scolarité réduite, puisque jusqu'ici, en fait, les Européens bénéficiaient d'une scolarité réduite en fait, au Royaume-Uni, ce qui risque de ne plus être le cas. Bon, je dirais qu'en moyenne, ce qu'il faut compter au Royaume-Uni aujourd'hui, c'est à peu près 15 000 euros de frais de scolarité par an. Ça peut être moins dans certaines écoles. Peut-être que Tania pourra nous parler tout à l'heure des frais de scolarité qui sont peut-être appliqués à Art University of Bournemouth. Et ça peut être parfois plus, malheureusement. Vous avez aussi les destinations européennes qui restent relativement abordables et comparables à la France. Hein. Je pense que si on compare, on ne peut pas comparer au public français, c'est pas possible. Mais si on compare aux écoles privées en France, on va être souvent dans ces mêmes ordres de grandeur, entre 6, 15, 20 000 parfois chez certaines grandes écoles. Peut-être pas pour l'art, mais en tout cas, voilà, entre 6 et 15 000 euros l'année, je dirais. Edwidge, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait, sachant que je pense que ce qui est valable, surtout aux États-Unis, est certainement valable dans d'autres écoles. Ça, je ne suis pas une grande spécialiste là-dedans, mais on peut bénéficier de bourses si on a un très, très bon dossier. Nous, ça nous est arrivé d'avoir des élèves qui avaient de très, très bons dossiers et qui ont eu, du coup, grâce à ça, des aides financières. Mais bon, évidemment, c'est à la marge. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est valable dans toute l'Europe. Hein. Ça dépend. Ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait des bourses. C'est vrai que c'est un petit peu à la marge, sauf au Royaume-Uni, où là, il y a vraiment pas mal d'universités qui mettent des choses en place pour rester attractives après le Brexit, en fait, tout simplement. OK. Alors, quand on postule aux écoles d'art à l'étranger, il y a différentes choses à faire et surtout un bon calendrier à tenter de respecter. Je pense que de manière générale, c'est bien de s'y prendre au moins 1 an à l'avance, si on peut plus. Après, c'est pas grave si on n'arrive pas à respecter ces échéances-là, mais dans un monde idéal, voilà, c'est bien de s'y prendre à peu près un an à l'avance pour pouvoir bien vous renseigner sur les programmes, sur les prérequis de ces programmes, arriver à rassembler toutes les pièces, à constituer notamment un portfolio. Vous allez voir que c'est quand même qu'il y a du boulot derrière, à passer vos tests d'anglais, des choses comme ça.
Donc, on va regarder maintenant de manière un petit peu détaillée les différentes pièces que vous devez rassembler, à commencer par le portfolio. Je vais rapidement laisser la main à Edwidge à ce sujet-là. Ce que je vous dirais simplement pour commencer, c'est que c'est vraiment une étape fondamentale pour postuler aux écoles d'art. C'est quelque chose qui doit se préparer assez longuement, idéalement qui nécessite l'appui, je dirais, de professionnels, que ce soit vos professeurs d'art à l'école ou des personnes à l'extérieur qui peuvent vraiment vous appuyer et vous donner un avis critique sur ce que vous faites. Il faut respecter une certaine méthodologie qu'Edwidge va vous détailler. Et voilà, comprendre que ce n'est pas simplement des croquis que vous compilez les uns après les autres, c'est toute une histoire que vous devez raconter. Donc voilà, Edwidge, je vais te laisser prendre la main, je m'occupe de faire tourner les slides. Alors, en effet, ce qui est très important à comprendre, et Marc l'a très bien dit, c'est que pour entrer dans la plupart des écoles, le portfolio est un incontournable au même titre que le reste de vos dossiers. Alors, le portfolio, quel est l'objectif du portfolio? Dans un premier temps, vous allez le voir dans le processus de sélection, on vous demande d'envoyer un portfolio en amont de votre candidature. Avant même de rencontrer le jury, elle va venir accompagner la lettre de motivation, le personnel statement. Et donc, votre portfolio, il doit donner envie au jury de vous recevoir. D'accord? Et gardez bien ça en tête. C'est à chaque fois que vous allez mettre un projet, ça va être qu'est-ce que ce projet permet de parler de moi, de mon projet d'étude, éventuellement de mon savoir-faire ou de mon potentiel de créativité. D'accord? Le portfolio n'est pas une accumulation de projets, comme vient de le dire très justement Marc, et vous le verrez quand vous allez postuler, vous allez avoir, on va vous demander juste quelques pages, surtout ce pré-portfolio, donc il doit apporter des éléments et être précis, apporter des éléments précis et donner des informations pour donner, j'insiste, donner envie au jury de vous recevoir, puisque dans un deuxième temps, dans la majorité des cas, vous serez convoqué et là, vous deviendrez, soit en visio évidemment ou en présentiel, venir étayer vos propos et renforcer votre présentation. Le portfolio, donc ça, on a vu l'objectif. Maintenant, le portfolio, vous allez être évalué sur 3 critères. Et Tania pourra renforcer et éventuellement les critères que je vais dire. On a pour habitude de dire, donc Marc vous a expliqué que la première année, vous allez dans l'ensemble postuler pour une foundation year en sortant du bac. On est bien d'accord. En sortant du bac, vous postulez pour une foundation. Donc, le savoir-faire est une condition nécessaire, relative, mais pas suffisante. À savoir qu'on n'attend pas de vous que vous sachiez parfaitement dessiner. Par contre, il va être essentiel de montrer que vous avez compris que le dessin, c'est un outil, un moyen de prendre des notes, de développer des idées. Et vous le voyez, et vous êtes certainement allé voir un certain nombre, vous le voyez bien, si jamais vous demandez à un architecte de repenser l'aménagement de votre chambre, rien ne sera plus agréable si en 2 temps, 3 mouvements, il fait 4 gribouillis pour exprimer soit l'idée que vous avez proposée, que vous voulez, soit vous faire des propositions. Donc, à partir d'aujourd'hui, sortez de cette obsession du dessin bien fait. Les foundation year n'attendent pas ça. Mais par contre, mettez en avant cette maturité de l'utilisation du dessin en prise de notes, en croquis rapide. Le deuxième critère de sélection, j'allais dire, c'est le potentiel de créativité. On n'attend pas de vous que vous soyez des artistes. Par contre, il est essentiel de montrer au jury votre capacité à aller vers vos zones d'inconfort, à expérimenter la matière. Pourquoi? Parce que par définition, créer, c'est aller vers ce qui n'existe pas. Donc, il faut qu'on sente cette appétence de l'expérimentation, de la recherche. D'accord? Et c'est encore plus important, j'allais dire, chez les anglo-saxons, c'est qu'eux, ils ont cette richesse, j'allais dire, depuis la preschool presque, on cultive chez les jeunes cette créativité-là, cette audace créative, cette capacité à aller vers ces zones d'inconfort. Alors qu'en France, on a plutôt tendance à nous normer et à nous limiter dans cette espèce de capacité à exprimer ce que l'on ressent. Donc, le potentiel de créativité sur le portfolio, en quoi ça consiste? C'est peu de projets, mais des projets poussés dans tous les sens. À savoir quelques idées, vous allez développer des maquettes, des photos, des sculptures, etc. D'accord? Mais ce n'est pas non plus juste tous vos dessins depuis 5 ans. Donc, pensez bien, mettre en avant votre potentiel de créativité et votre capacité à expérimenter. D'accord? Mais à expérimenter, ne l'oublions pas, autour d'une contrainte donnée.
surtout si vous visez des écoles d'art appliqué. Alors, Tania le complétera avec moi, mais les écoles d'art appliqué, si j'en identifie 4 grandes familles, animation, graphisme, architecture, animation, graphisme, architecture et animation, graphisme et design, évidemment, produit. donc, donc, montrer que vous avez compris que les arts appliqués, c'est mettre votre créativité au service d'une contrainte donnée et que vous avez dépassé l'idée de l'activité de loisir. Je dessine ce que je veux, quand je veux et ce qui me passe par la tête. OK ? Troisième critère, évidemment, c'est la tête bien faite. Qu'est-ce qu'on entend par la tête bien faite? Ça rejoint le dernier point que je vous ai donné, à savoir montrer que vous êtes capable d'utiliser vos connaissances, d'une part, pour les mettre au service de vos projets. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous voulez, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je demande à un élève, on fait un tour sur ses dessins, et il me montre des dessins, et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as fait? Et il me dit, bah, je ne sais pas, ça m'a passé par la tête, j'ai eu envie de dessiner ce personnage. Non, ça ne marche pas. Il faut que je puisse montrer que ce personnage, je suis passionnée de mythologie, je me suis inspirée de la mythologie de ce document-là, que j'ai observé tel comportement dans la rue et que je me suis servi de ce comportement, etc. Donc, votre portfolio doit montrer votre maturité de projet et votre intérêt pour non seulement votre capacité à utiliser les connaissances pour les mettre au service de vos projets, mais également votre intérêt pour le monde d'aujourd'hui. Et ça, tous là, je vous invite à le noter parce que c'est essentiel. Et je pense que Tania le confirmera. Mais ce qu'on cherche avant tout à identifier chez des jeunes, c'est des jeunes qui s'intéressent à la création d'aujourd'hui. Comment voulez-vous prétendre créer le monde de demain si vous ne vous intéressez pas au monde d'aujourd'hui? Alors, exit les Stark, Jean-Paul Gaultier, Picasso, etc., que moi j'appelle peintres de boîtes de chocolat, et pourtant, paix à leur âme, ce sont des grands hommes, mais montrez que vous vous intéressez à la création d'aujourd'hui et au monde d'aujourd'hui. Au-delà de la partie artistique, montrez que vous êtes ancré dans ce monde contemporain. D'accord? Et vous le verrez chaque fois, lors des entretiens dans un deuxième temps, évidemment, on va chercher à se rassurer sur cette maturité que vous avez. Voilà un petit peu très rapidement les objets. Peut-être que donc je le répète là. Hein, le portfolio n'est pas un moyen, c'est un moyen, pardon, et ce n'est pas une fin en soi. Donc pas juste les beaux dessins que vous avez faits dont vous êtes très fiers. Et j'allais dire, c'est très relatif cette idée de j'aime, c'est beau, etc. Par contre, votre portfolio doit être un outil de cheminement, montrer comment vous avez eu les idées, d'accord? Donc peu d'idées mais développées. Hein. Donc, j'ai marqué un outil de cheminement, peu de projets, ça c'est important. Et c'est cette sélection-là également sur laquelle Passart vous aide. Hein. Là, on va avoir un stage pendant les vacances de Noël, centré justement sur la préparation des portfolios. Et on va faire un inventaire de vos projets si vous en avez et identifier ceux que l'on a besoin de retravailler. Tiens, tu peux juste revenir en arrière, Marc? Je vais aller vite, mais voilà. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne cherchez pas à tout montrer. Je vous le disais tout à l'heure. Mais demandez-vous à chaque fois que vous montrez un projet, en quoi il permet de parler soit de moi, d'accord, une de mes compétences, soit du projet de l'école, pourquoi cette école, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, soit de mon projet professionnel ou mon projet sans avoir un projet défini, mais de mes envies. Hein. Il y a ces trois axes-là, ne l'oubliez pas, le portfolio, c'est un support visuel qui permet au jury non pas de vous évaluer, mais de mieux vous connaître. Vous êtes en foundation, donc vous ne serez pas évalué sur les connaissances, mais vous serez évalué sur vos compétences. Et d'ailleurs, on parle d'entretien et non d'oral, ce qui ne sera pas le cas après sur les autres années. Hein. Et enfin, troisième point, interpellez votre jury, donnez-lui envie de vous recevoir. Et donc là, il faut faire un peu de teasing, j'allais dire, c'est-à-dire que évidemment, vous allez le voir, hein, et Tania va le donner sur sa propre école, ou un pré-portfolio, c'est peu de projets, donc il faut leur donner quelques informations, mais il faut envie qu'ils aillent plus loin avec vous. Voilà un petit peu. Hein. Voilà, et donc enfin, dernière slide, voilà, donc vous allez mettre des références. Tout l'art, évidemment, c'est de réussir à intégrer le texte dans vos planches de recherche. Hein. Mettez en avant votre processus de créativité, des croquis et des planches qui vont montrer votre schéma de construction. Hein. Il n'y a pas, et pour conclure, j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que chez Passart, on accompagne chacun des élèves individuellement
sur des petits effectifs, dans des petites classes, parce qu'il n'y a pas un portfolio, enfin, il n'y a pas un portfolio, il y a un portfolio par élève et entre guillemets par école. Hein. Mettre en avant mon projet, mettre en avant ma singularité. Voilà un petit peu, j'ai été très rapide. Je laisse, je suppose, Marc reprendre la parole ou Tania. Et j'espère Non, Tania. Ah ben voilà. t'as pas fini, Edwige. Elle cherche à Non, s'échapper. mais là, vous avez. Ce qui est intéressant, c'est que je vous avais mis le témoignage, donc une élève qui a candidaté à la Sainte-Martins il y a 2 ans et qui met. J'avais très peur des entretiens, mais les jurys à l'étranger, parce qu'elle a présenté aussi au Canada, à Montréal, des candidatures, étaient bienveillants envers moi, ce qui m'a permis de mettre en avant mes travaux, ma personnalité et surtout ma singularité. Je n'ai rien inventé, hein, je vous assure, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Ils n'avaient pas l'air emballés au départ, mais je ne me suis pas découragée et ils m'ont annoncé que j'étais admise à la fin. Alors je pense que ça va faire sourire Tania, mais c'est vrai que les jurys ne sont pas forcément toujours, manifestent peu leur émotion. Et ils sont là aussi pour vous déstabiliser. Hein. Surtout à Saint-Martin, cette école-là à Londres. Donc, c'est vrai que tout l'enjeu de la préparation chez Passart, c'est certes de vous accompagner pour un beau portfolio, mais de vous apprendre également à gérer ce stress-là, à présenter vos projets et de surtout pas vous laisser intimider, j'allais dire, par cette bousculade. Hein, mais c'est valable aussi pour… il y avait une maman tout à l'heure qui demandait pour la Rietveld Academy et l'ECAL, par exemple, hein, pour ne citer ces écoles, ces différentes écoles. Les jurys sont durs, ça c'est sûr. Hein. Ils vont chercher à vous déstabiliser d'une certaine manière. Je fais des grandes généralités, mais non, mais vous déstabiliser dans la mesure où ce qui nous intéresse, je pense, qui intéresse les jurys, c'est de voir votre capacité à gérer l'imprévu et votre capacité à être réactif. Donc, ce n'est pas pour casser, j'allais dire comme à la française, où de temps en temps, on veut casser pour casser, montrer que nous, on sait et que les élèves ne savent pas. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est pour tester votre capacité d'adaptation et de réactivité. Vous avez à côté, mais on en reparlera après, et puis je serai à votre disposition pour les accompagnements. La seule chose, c'est que dans l'urgence, Marc l'a dit, le timing est serré. Donc, dans l'urgence, là, on a mis en place des stages et des packs de cours pour préparer chacun dans le timing, surtout du CAS, où on sait que le compte à rebours est lancé. Merci, Edwige. C'est parfait. Moi, je vais parler de choses un petit peu moins intéressantes, mais tout aussi importantes. Parce qu'un dossier qu'on présentera aux universités étrangères, le portfolio est évidemment vraiment l'élément le plus important. Mais d'autres choses sont très importantes aussi que vous devez fournir, notamment une lettre de motivation, ce qu'on va appeler le personal statement. En particulier au Royaume-Uni, c'est quelque chose que les universités regardent beaucoup, puisqu'elles vont recevoir d'ailleurs cette pièce-là du dossier avant même le portfolio qui lui est envoyé un petit peu plus tard. Mais c'est encore une fois quelque chose qui nécessite une préparation. Hein. Typiquement, les étudiants qu'on accompagne sur ces destinations-là, ils sont amenés à revoir 3, 4, 5 fois leurs lettres avant d'arriver à quelque chose de vraiment solide. Et c'est quelque chose qui va venir quelque part appuyer et consolider votre portfolio, mais en parlant là pour le coup de vous, de votre motivation personnelle, de votre historique, de votre relation par rapport à ce que vous souhaitez étudier, de vos projets d'avenir. Beaucoup de choses à mettre et à formuler de manière intelligible dans un espace assez réduit, puisque vous êtes limité en principe à une grosse page de texte. Donc ça, typiquement, ça sera plus ou moins toujours demandé, hein, sous des formats parfois un petit peu différents. Le Royaume-Uni, c'est un format. Aux États-Unis, on vous demandera autre chose. Mais voilà, quelque chose sur lequel il faut passer du temps aussi. Au-delà de ça, on pourra vous demander des lettres de recommandation. Alors ça, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir l'avis de Tania à ce sujet, parce que c'est une question parfois que je me pose avec mes étudiants. Alors typiquement, une lettre de recommandation, c'est quelque chose qui doit être fourni par un professeur de votre établissement. Donc si vous êtes au lycée, un prof du lycée. Si vous êtes en formation universitaire ou dans une école, un prof de l'école, un prof récent en tout cas, qui vous connaît bien et qui est prêt à soutenir cette démarche. La question peut-être que j'aurai pour Tania, si elle a la réponse, puisque j'ai souvent des étudiants du coup au lycée, en terminale,
et qui n'ont pas forcément beaucoup d'art ou un prof d'art en terminale, pour leur faire une lettre de recommandation du coup axée sur les arts. Est-ce que c'est acceptable si ces étudiants-là fournissent une lettre de recommandation qui ne vient pas de leur lycée, qui vient d'un professeur d'art qu'ils auraient à l'extérieur du lycée? Tania, est-ce que tu as compris? Oui, ouais, j'ai compris, mais ça, je dis oui, mais en même temps, tu es sûr, c'est de demander à l'université, parce que je suis sûre que ça va changer chacun, tu vois. En fonction des universités. My français est nul, alors excusez-moi. Tu peux répondre en anglais. Hein. English. All of them should speak in English, so I think it's a very good. Yeah, but some of the parents don't. So, yeah, I think it's better to double check with the admissions of the university to be exactly sure if it's possible. If it's possible, but you do your best. You know, if the letter isn't from the school teacher, they're not going to put your application in the poubelle. You know? Sinon, enfin, ce que j'ai l'habitude de faire dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, on fait appel à un professeur du lycée, prof de maths par exemple, ou peu importe, pour faire une lettre principale, mais on intègre des extraits qui auraient été rédigés par un prof d'art de l'extérieur. Comme ça, on arrive à compiler quelque chose d'assez complet qui raconte la personnalité d'étudiant, son investissement en classe, ses intérêts aussi en classe, mais en dehors. Enfin, c'est un avis extérieur. Et dans lequel, notamment, on peut se positionner sur ce que devrait obtenir l'élève au bac en fin d'année. Alors, les notes, peut-être moins importantes dans les écoles d'art, sauf peut-être pour la filière architecture, où là, on va quand même assez exigeant sur ce point-là, je pense. Alors, Marc, je rebondis sur une question que nous avons eue précédemment, justement, à savoir... faut-il prendre les mathématiques? Attends, je vais te la relire immédiatement. Sur la part des mathématiques pour les écoles d'architecture. Oui. Voilà. C'était, je vais te dire exactement. Voilà, c'était la question, c'était sur les. J'ai pas pris l'aspect maths, mais faut-il prendre les mathématiques pour faire l'architecture? D'accord. Ça, il faut quand même être attentif. Il faut regarder les conditions de chaque école. Hein. Dans certains cas, on pourra vous demander effectivement un bagage scientifique et artistique quelque part. Je dirais quand même l'une des particularités de l'architecture dans les pays anglophones, c'est que c'est souvent l'aspect artistique qui prend le dessus sur le reste. Tania, est-ce que vous proposez architecture à votre université? Yeah, I'll do it in English. Go for it. With architecture, we ask for higher qualifications, just a little, but the mind of an architect is a logical mind. So if you don't do mathematics, they like somebody who does something logical, like physics maybe, or something, because you think in a different way. So yes, mathematics would be helpful. Okay, that's all I can say, but it's not essential. But it's quite a difficult course. So because you have to remember that in architecture, you know, most things are done by the computer, so they do the mathematics for you. So, but yes, so you need to have a logical mind for architecture. So that would help. Yeah, absolutely. Thanks, Tania. Donc voilà, pas une réponse forcément hyper tranchée. Je pense qu'il faut surtout être attentif aux exigences de chaque école. Mais voilà, si vous n'avez pas pris SPEMAT, c'est l'intérêt aussi d'une année de foundation. Pour ceux qui envisagent architecture, si vous n'avez pas le côté, si vous manque le côté portfolio ou le côté mathématique, ou les deux d'ailleurs, vous avez des programmes de préparation, donc des foundation programs qui sont faits pour ça et qui vous permettent un petit peu de rattraper ou d'acquérir le niveau dans ces deux domaines pour rebondir ensuite sur des études d'architecture. Yeah, and I just add one more thing there, is the Arts University Bournemouth and most, if you were going to do a foundation year, okay, you pass your foundation year and you wanted to do architecture,
you will be automatically accepted onto the degree course in architecture at Arts University Bournemouth, because they ensure your foundation is sufficient level to get to join that course, or any course you want. Et Tania, une question concernant les écoles d'architecture. Donc, c'est une question de la part de Thibaut. Les écoles d'architecture que vous mettez en avant proposent-elles des cursus pour les métiers de décorateur d'intérieur? Est-ce qu'on peut faire quelles sont les passerelles entre archi et archi d'intérieur? Yes, you can. At AUB we do two. We do interior architecture degree and we do architecture degree. Within your architecture degree, you can. It's not just one road. You can mix. Right. Collaboration is very important. So yes, you can. Did that help? Yeah, great, Tania. Thank you. Merci. Un petit point sur les autres choses qui sont requises quand on soumet un dossier du coup à l'étranger. Tout ce qui est relevé de notes, diplôme, en langue anglaise. Si vous postulez dans une école anglophone et que vos relevés sont en français, il faut les faire traduire. C'est pas très compliqué, c'est un service qu'on propose aux étudiants si vous en avez besoin. Alors l'autre point qui va être super important là pour le coup, qui n'a rien à voir avec l'art mais qui sera tout aussi requis, c'est le niveau d'anglais, en tout cas si vous voulez étudier en anglais. Et donc ça, vous devez vous organiser également pour passer un test officiel d'anglais pour prouver aux universités que vous avez le niveau linguistique requis pour accéder à leur formation. Et donc, la référence, en principe, c'est plutôt l'IELTS. Vous avez le TOEFL qui est connu aussi. Ce sont deux équivalents où vous pouvez passer l'un ou l'autre en fin de compte. Mais le niveau qu'on attendra de vous, c'est un bon niveau B2, voire un niveau C1. Ça correspond à l'IELTS, à un niveau entre 5,5 et 6,5, 7 sur 9. Voilà, pour ceux qui connaissent le système de notation de l'IELTS. En gros, ces tests-là vont vous évaluer sur tous les aspects de la langue, donc aussi bien l'écrit que l'oral, que la compréhension. Et c'est quelque chose que vous devez passer quand même évidemment en amont, mais en principe, vous avez jusqu'à la rentrée visée, ou jusqu'à l'été, on va dire, qui précède la rentrée, pour passer le test et le valider avec les scores requis, sachant que vous pouvez aussi le passer plusieurs fois si nécessaire. Vous avez en France des sessions régulières pour le passer un petit peu partout. En ce moment, avec la situation sanitaire, vous avez ces tests qui sont également proposés en ligne et que vous pouvez passer chez vous. Donc ça, c'est bon à savoir. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous déplacer pour les passer, mais voilà, ça sera une condition absolument non négociable du dossier. Oui. Il disait qu'il peut être passé après l'envoi du dossier, mais est-ce que des élèves qui ont passé les tests en seconde et qui sont en terminale, est-ce qu'il y a en amont, il y a une limite de validité ou pas? Ah oui, tout à fait, bonne question. Edwige, c'est des tests qui sont valables 2 ans. D'accord, merci. Donc, ne pas le passer trop tôt. Si vous êtes en CM2 et que vous regardez cette présentation, attendez avant de le passer. Je dis ça en rigolant, mais la semaine dernière, j'ai fait une présentation, il y avait des gamins en CM2 qui regardaient, qui me posaient des questions. Donc, c'est jamais trop tôt, c'est très bien. Voilà, par contre, si vous êtes plus jeune, vous pouvez tout à fait en profiter pour vous entraîner quotidiennement au niveau de l'anglais, puisque ça vous sera bien utile par la suite. Donc, on résume rapidement au niveau des critères qui sont requis. Donc, surtout, c'est important, si c'est possible, de vous y prendre assez tôt, de sorte à pouvoir faire les choses sereinement. Je préfère que ce soit un marathon et non pas un sprint. Faites attention aux éventuelles dates limites qu'il peut y avoir. Ça, vous les obtenez facilement en regardant sur le site des universités. Alors, en principe, si on parle du Royaume-Uni, la date limite, la majorité d'établissements, c'est plutôt à la mi-mars, à l'exception de Central St. Martin's, qui, elle, demande des dossiers avant le 15 janvier. Tanya, is your application deadline in January or March? The 15th of January. Yeah. Donc, les bonnes écoles, elles, en principe, sont casse-pieds. Donc, c'est le cas de Arts University of Bournemouth aussi. Donc, il faut s'y prendre assez tôt.
Yeah, you Donc, can apply after, but we don't Ouais. recommend there's that. no guarantee. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que si vous pouvez effectivement, comme le dit Tania justement, postuler après le 15 janvier, mais si le programme est déjà complet, voilà, ils peuvent refuser le dossier sur cette base en fait. Hein. Pour être sûr d'être évalué sur un pied d'égalité avec les autres candidats, il faut postuler avant le 15 janvier. Voilà, et donc un dossier, c'est quoi? Ça va être le portfolio dont vous a parlé Edwige, les relevés de notes, l'aide de motivation qu'on appelle le personal statement, l'aide de recommandation et un test d'anglais, si vous postulez un programme qui est dispensé en anglais. Voilà, alors j'ai quasiment terminé moi de mon côté. Après, je passerai la main à Tania pour nous présenter son université. Je vous résumerai peut-être juste très rapidement les services que propose Studi Experience. On est là vraiment, il faut nous voir comme des conseillers d'orientation pour l'international et on est là vraiment pour accompagner les étudiants de A à Z dans les démarches de candidature. Hein, donc depuis la sélection des programmes, identifier les bonnes universités et les programmes qui vous correspondent en fonction des critères qui sont les vôtres. Gérer toutes les procédures administratives, vous aider à optimiser aussi votre candidature. Alors, nous, à notre niveau, on interviendra surtout sur tout ce qui est lettres, notamment de motivation, de recommandation, mais on fait appel à des experts ou des expertes comme Edwige, par exemple, pour coacher les étudiants qui ont un portfolio à préparer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on intègre également aux prestations d'accompagnement qu'on vous propose. Et donc, voilà, l'idée, c'est de vous aider à finaliser votre inscription et ensuite à vous préparer au grand départ. On va penser notamment aux problématiques de visa, d'assurance, de logement, de billets d'avion, toutes ces choses-là. Voilà, on va vous aider à préparer le tout sereinement pour que vous puissiez partir dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, je vous laisse rapidement nos coordonnées. Donc, vous avez les coordonnées de Studi Experience en haut, notre adresse email si vous aviez des questions, si vous étiez intéressé par un accompagnement sur l'administratif. Les coordonnées aussi d'Edwige, préparer une école d'art à gmail.com. Très simple, c'est prépareuneécoledart.com. On est très pragmatique. Voilà. Donc, vous tapez préparer une école d'art et vous nous trouverez tout de suite. Voilà, elle est incontournable. Voilà, donc je vais arrêter mon partage d'écran. Je voulais juste pour confirmer tout ce que disait Marc, oui. Ce qui est très important que vous compreniez, c'est qu'il faut qu'il y ait du lien entre ce que vous écrivez, vous montrez et vous dites. Et c'est pour ça qu'avec Marc, on travaille depuis des années, j'allais dire, en synergie, parce que c'est peu d'idées, mais des idées qui vont tourner dans tous les sens. Hein, Tania va vous le dire après, un jury, vous avez des entretiens, c'est court, la sélection est rapide, donc peu d'idées, mais des idées qui vont retourner. Donc, soyez cohérents dans ce que vous dites. Tania, est-ce que tu arrives à partager ton écran? Alors là, on va avoir un bel exercice linguistique pour tous ceux qu'on va voir si vous êtes en mesure de suivre vos études en anglais. Si vous ne comprenez rien, ce n'est pas bon signe. Mais on assure aussi des cours d'anglais, des préparations linguistiques pour ceux qui le souhaitent. Vous n'êtes pas perdu. Mark, you're going to stop and translate halfway through, right? When I stop now and again. Oh, you want me to translate? If you need to. Okay. All right. Well, je vais plutôt me mettre sur le chat. Par contre, si vous avez des questions pendant que Tania parle. Sur le chat. Donc, c'est à toi de prendre la main maintenant. Ah bon? Ah d'accord. OK. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà. Voilà, Tania, on ne voit pas ton écran par contre encore. Oh, share. Sorry. I did it again. Okay, good. C'est bon? Non. Parfait. Can you see? Absolutely. Oui. Can you see my screen? We can. Can you see it with the stuff down the side or not? Yeah, if you can put it on a full screen, maybe like that, we can. Ah, like that. Voilà. C'est bon? Parfait. OK. C'est très bien. Bienvenue. Yes, Arts University Bournemouth. We welcome. We are a very a big arts university in the south coast of England.
And I go back here, this building here, I start with this building because it's a very special building. And I don't know if you can imagine what we use it for, but you can see on the right, it's an drawing studio, because drawing is essential to 99% of all of our courses. So if you come here, you will be drawing. We are the leading specialist university, high quality education, undergraduate, postgraduate, art, design, media, and performance. So, okay, so we do the normal expected art courses, but we also do acting and things like that. So 130 years old, and as it says, an environment for creativity. We are a small university, not like UAL in London, in St. Martin's, for example. We are fortunate because we have just under 4,000 students and everything is on one campus. Whereas like in London, everything is on a different campus, but we are all central. So we can see here the percentage, it's even less than I thought. We are a gold award for our teaching. We are one of the best universities to teach in the UK, and we are the #1 specialist art and design university. The word here is specialist. We do not offer degrees where you can do, like you're saying in America, where you can do art and mathematics. We don't do that. It's just pure creativity. And we were voted the best for the top for the teaching quality and student experience. We are just en face de Cherbourg, is how I like to say, on the south coast of England, right on the beach where the sun does shine, and it's a very popular place. You can see us there on the map. We offer foundation year. We have 3 foundation courses. We have 24 undergraduate, so bachelor's degrees, and we have 12 postgraduate. So those are master's degrees. I show you a small short film just to give you an idea of the courses that we have. It's very short. So here we have, starts off, for example, with our acting students there. The costumes will be designed by the costume department, makeup by makeup, a lot of collaboration. You'll see, I'll show you. Model making, visual effects, animation, photography. Architecture. Okay, that's a very short film just to show you the quality of our students. Oh, and again, okay. So collaboration and employability. At the beginning of your talk, you talked about how art isn't just what your parents think it is, just drawing, there's no job. It's a very big industry. And the primary concern for us at the university is to get our students work. So we have a very high employment rate, 97%. We have a lot of people from industry. They come to the university, a lot of professional networks. Our students will be working with professionals. A lot of famous people come to visit us. It's a very inspirational place. These are some of the places where our students work. So maybe you recognize some of these places. Yeah? I wish I worked at these places. The technology and the facilities are fantastic. Even all of the MacBooks, all of the computers, all the software change every 2 years. Nothing stays the same. Everything is the latest. So we have an art gallery, we have a museum, fantastic place. We have accommodation on the campus. This is important a lot for parents for the first year often. We have accommodation in the center of Bournemouth, which is 10 minutes away. It's a very safe and secure place.
and the rooms are beautiful. And one thing, we are 20% cheaper, so less expensive than London, although we are only 2 hours on the train from London. So it's a good mix. So I go straight to tell you about our foundation year, just very quickly. I have some examples of the qualifications that maybe you understand. 24 points for the IB, which is not too high. And the point is for this is as Edwige was saying, the portfolio is very, very important. We need your personal statement and that portfolio, which is the opportunity to explain why you would choose to come to us. Okay, at an arts university, you have to remember that we see a lot of students, and so as Edwige was saying, you need to remember that we want to remember you. And to the masters, 28 to 30 points for the architecture. There you see it's a bit more, and there we have the date again. Portfolio, very important. Now the statement, I'm sure I won't talk about this too much, but why you want to study with us, what your skills are, what like you say, your career aspirations, and what you're doing with yourself. A happy student there. Okay, because of COVID, we used to do, when we had interviews, a physical interview with a physical portfolio. But now, because of the modern times, we only have a digital portfolio that we see. So that's a very important thing, especially many international students can't come to the UK, so that this is it. You have to have digital. As you said, very important to see your personality. We like crazy, okay? So if you're interested in anything, we want to see it. Your experiment, your process, and your curiosity. Now, this is a more theory, if you like, how we like the presentation. So no more than 15 to 20 pieces, okay? If you have less than that, don't put one piece of work that you're not proud of. Every page has to be proud of, because if you're, like I said, your teacher, your interviewer person sees a lot of portfolios. So I don't want them to remember your portfolio, just that page that you weren't proud of, you understand? So a mix there of 2D work, 3D work, photography, digital, so and any of your interests. There, for example, we like this photo of an example because with the hand, for example, drawing is so important, but maybe you didn't have any paper when you went to the beach, so you drew on your hand. Well, that's great, take a photo. We like that, that's innovative. So the best portfolios show your personality. They are very clean, finished with good skill, good quality images, and are edited, organized from start to finish. So each page, like Edwige was saying, you want to see more. So I want to turn to the next page. Please remember to make it very clear what you're talking about, what the work is about, with your name on every page as well. What we are looking for in a portfolio is potential. We don't look for somebody who can draw Disney princesses perfectly, who's not willing to experiment. We want to see that you can experiment, that you're not scared of making a mistake. We like mistakes, and we like to see how you learn from that. It's going to be our job when you're at the university to develop your skills. So we like somebody who's not scared to experiment and is ready to learn more. So this is a very short conclusion. What I've just said, we want to make it easy for somebody to look at. Please remember how you save it, so that we can easily open the file. There's no password.
and that it's on a site like that. Right. And that's it. I've just did a very short presentation because I thought I only had 5 minutes or so. So this is our contact details. If ever you have any questions, you can contact me or contact Mark and he can help you. We also have summer courses if you want help with your portfolio, although Edwige is there as well to help you. So that's it, really. Just very short. Thanks, Tanya. It's very short. Short and sweet. I have more films, but you know, it takes time. So. That's fine. Si vous avez si vous voulez en savoir plus sur Bournemouth, n'hésitez pas à aller voir leur site internet, leur chaîne YouTube. J'imagine que Tanya, I'm sure you've got lots of videos there. Ou à nous contacter chez Study Experience, on pourra vous renseigner. Il y a un point, Tanya, que tu as évoqué, je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé avec Edwige, c'est dans les portfolios l'importance de bien effectivement mettre un descriptif de chaque dessin. Edwige, je ne sais pas si tu veux rajouter un point là-dessus. Celle-là, on l'a peut-être reperdue. Elle s'est déconnectée. Ah non, elle est là. Unmute. Edwige. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec, Tania a tout à fait bien résumé. Il est vrai que régulièrement, en général, quand vous allez candidater, quelles que soient les écoles, ils vont vous donner bien spécifiquement leurs points d'exigence. Numéroter les pages, noter les prénoms, les noms, etc. Et ce point-là, en effet, Tania a tout à fait raison, quelles que soient les écoles, et même en France, c'est un point de sélection. C'est-à-dire qu'un élève qui n'est pas rigoureux et qui n'est pas capable de lire une consigne et une demande précise par un jury, et ça, en général, dans vos dossiers, là, j'ai encore ressorti les dossiers pour présenter les écoles d'architecture, et c'est marqué très spécifiquement, où que ce soit, quelles que soient les écoles. Donc ça, c'est vraiment à vous, et c'est un très bon test pour les écoles pour s'assurer que vous êtes rigoureux. Mais d'une manière générale, en tous les cas, numéroter les pages, nom, prénom, et puis après, bon, le projet. Après, Tania, je pense que tu es d'accord avec moi, quand on marque d'expliquer son intention, ce qu'on appelle une intention ou son intention, ce n'est surtout pas mettre de titre. Oh yes, yeah. Ne confondez pas expliquer les intentions et mettre un titre. Vous n'êtes pas encore voilà, le titre n'a pas forcément d'intérêt. Si tu es d'accord, Tania? Yeah. Yes. Voilà. Bon, super. Mais ça, on en reparlera, nous, quand on vous préparera. Alors, si vous avez des questions dans notre salle virtuelle, n'hésitez pas à activer votre micro et à la poser. Ou si vous êtes timide, à mettre votre question dans le chat. On va peut-être laisser quelques instants pour vous laisser intervenir si vous le souhaitez. I should have shown the long film, shouldn't I? That's so good. It's okay, Tanya, we can go to bed earlier. Pas de questions? Bon. Ça veut dire qu'on a été bien. Est-ce que vous avez un suivi pour faire un stage dans une agence de graphisme en UK? Oula. Oriane Marx qui pose la question, je la redis clairement. Est-ce que vous avez un suivi pour faire un stage dans une agence de graphisme en UK? Non, s'il s'agit de faire un stage professionnel dans une agence de graphisme, non, pas vraiment. I can say that when for example, in our courses like a BA graphic design that we have, students are encouraged to work. Oh, can you hear me? Yeah. Yes. They're encouraged to go to find work experience as part of the course. So, and then we get people from industry who will be coming in to give live briefs, as we call it. So they will be working on live projects. So they will have a lot of experience of what it's like to work in the real world. That's a good point. Yeah, voilà, and Oriane, get paid as well. Ouais. Donc, Oriane qui posait cette question, en tout cas, la possibilité, si vous faites vos études au Royaume-Uni, d'avoir des expériences professionnelles aussi pendant vos études. C'est souvent intégré, ça fait partie de l'expérience. Mais en tout cas,
à mon niveau, chez Studi Expérience, je n'accompagne pas les étudiants pour des stages professionnels, mais plutôt pour des études à l'étranger. Alors, on demande aussi s'il y a des écoles au Canada. Bah oui, beaucoup. Et vous avez différentes. Ça dépend de ce que vous voulez faire, Louise, qui pose cette question. Vous avez Alors, le Canada, la particularité, c'est que vous avez le Canada francophone avec le Québec, si vous vouliez étudier notamment en français, mais aussi le Canada anglophone. Avec notamment, j'avais mis, je crois, dans ma liste d'écoles connues là au début de la présentation, quelques collèges canadiens qui sont très pointus dans tout ce qui est animation, jeux vidéo, des choses comme ça. Je sais qu'on. Alors, en effet, il y a en animation, enfin, nous, on a Laval qui est très demandé, mais surtout, j'allais dire, au Canada, enfin, nous, les élèves, quand on prépare, c'est surtout pour Concordia. Donc, regardez Concordia University, hein, qui est l'équivalent des Beaux-Arts, des écoles de la Cambre ou, comme on disait tout à l'heure, de la Rietveld Academy. Donc, voilà. Hein. Et l'avantage de Concordia, enfin, qui donc est à Montréal, c'est que toutes les universités québécoises, donc de la province du Québec, proposent des tarifs réduits pour les Français. Il y a un accord entre la France et le Québec qui vous permet d'accéder à un tarif avantageux à ce niveau-là. Donc, ça peut être un bon plan. Concordia est une université anglophone, donc par contre, là, vous feriez vos études en langue anglaise. Mais c'est assez intéressant de regarder. Quelle école recommanderiez-vous à l'étranger pour étudier le design d'objets? Okay. This guy wants to do model making. I really recommend to look at the pages at the AUB. Voilà. Et Achille, sinon, évidemment, tu as l'ECAL en design industriel en Suisse, Eindhoven aux Pays-Bas, et évidemment, tu peux regarder aussi Saint-Luc dans le privé en Belgique, par exemple. Hein. Voilà. Donc, après, il n'y a pas de recommandation. Hein. Tania, tu as bien parlé de ces formations et eux, ils sont vraiment excellents dans ce domaine-là. Yeah, it's fantastic. Voilà. D'autres questions? On a perdu Marc pour l'instant, mais on va essayer avec Tania d'y répondre. In English, I like it. Okay. Voilà, ah ben voilà, Marc est revenu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tuition fees for Bismuth, many thanks. Okay, the tuition fees for Bournemouth. Okay, normally with the EU fees is £9,250, but they will be now international fees. Okay, so that's £16,000, but we are offering bursaries and scholarships, so the price will go right down again. So please don't be afraid of the course fees. Très bien. On a une autre question, si Marc est toujours là, ou Tania, oui. Sur les écoles de fashion, c'est l'iPad de Marie. Quelle école en UK sur la mode? Alors bon, la mode, il y a le fashion, et bon, on sait, il y a le leader, hein, mais vas-y, Tania, est-ce que tu as d'autres écoles à recommander sur Yeah, well, yes, I have. Our university is very good. We have 2 degrees in fashion. We have a fashion like catwalk model fashion, and we have the business side of fashion, so fashion branding. So that's more the backstage, which is it's a really great course, and it's a very difficult course to get onto. But yes, and they go to London to the Graduate Fashion Week, things like that. So yes, they do fashion in Bournemouth. They also do it in London. So those are the top ones, I think. C'est vrai, Marie, il faut bien faire la part des choses, mais ça, à la limite, on en rediscutera plus tard. Sur la mode, hein, la mode, c'est un terme générique. Donc après, il faut, et Marc aussi pourra te guider là-dessus, c'est est-ce que je vais aller en mode en créa, ou bien plutôt en business.
hein. Et en effet, il y a des formations. Ce qui est important, c'est de regarder aussi jusqu'au master, parce que en général, les masters, c'est plutôt au niveau des masters que tu seras sur le business. One other thing, AUB also, we do a course in costume design, costume for performance. Have you seen on the TV The Crown? You have that in France? Oui. Yeah. Mhm. Our students work, for example, creating those costumes, that kind of thing. Congratulations. Yeah, That's good. it's true. Yeah, it's fantastic. It's amazing to see the students working. And in fact, the lady who is the executive producer for The Crown, she sent her son on a summer course. I met her in the summer to learn filmmaking, because we are very high reputation in filmmaking as well at AUB, and animation. Somebody was talking about animation. Alors ça rejoint un point, et après, je pense qu'on va bientôt avancer l'heure, mais très important sur ce que vient de dire Tania, c'est que, la force souvent des formations anglo-saxonnes, c'est que vous travaillez à partir de cas concrets. Hein. Tania en est l'illustration là, en ayant travaillé sur les costumes de The Crown. Donc, vous êtes tout de suite mis en immersion et de grandes synergies avec les entreprises. Et par ailleurs, sur vos portfolios, n'hésitez pas à mettre en avant, je ne sais pas, j'ai eu un moment une coupure, donc je ne sais pas si Tania l'a dit, mais à mettre en avant votre capacité soit à travailler en équipe, c'est très important parce que vous allez vers des métiers où vous allez travailler en équipe. Donc, n'hésitez pas à mettre des workshops ou voire même dans vos lettres de motivation, montrer que vous êtes curieux des autres et que vous êtes capable de travailler en groupe. Ça va être une clé essentielle. Hein. Et d'ailleurs, nous, à chaque fois, dans les stages ou dans les packs de cours ou dans la prépa, on vous fait travailler en équipe. Parce que là, je suppose que le projet de The Crown, les élèves ont travaillé sur un projet once they graduated, they voilà. work on The Crown. C'est très important de bien comprendre ça. Yeah. Yeah. Collaboration is very important. It's essential. J'en profite, je ne sais pas s'il est encore là. Tout à l'heure, je voyais des élèves qui avaient peut-être des questions à poser sur les lettres de motivation et sur le process UCAS. Je vois pas mal de mes élèves. Profitez-en pour poser peut-être à Marc des questions bien spécifiques sur justement quels sont les attendus, à moins qu'on ait été suffisamment clair, c'est très important. On a beaucoup de questions. Et sinon, je vois que l'heure tourne. Mais bon. Non. Non, je ne sais pas. Écoutez, de toute façon, on est à votre disposition. Hein, donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Et voilà, on va boucler ce petit webinaire. Merci beaucoup. Une dernière question. Wow, ça, c'est spécifique. Connaissez-vous la Wilhelm de Koenig School? He's a good artist, though. Good artist. Yeah. Alors, je vous rassure, on ne connaît pas toutes les écoles. Hein. Enfin, en tout cas, pour notre part. Alors, un moyen de voir le classement des écoles, vous savez qu'il y a des classements à l'international en permanence, et ça, c'est aussi votre job. C'est vous de choisir et de vous intéresser aux écoles, puisque c'est quand même vous qui allez faire les études. Donc, c'est vraiment à vous de regarder les écoles et éventuellement de regarder les classements. Tania nous a donné son classement, j'allais dire, assez incroyable. Donc, voilà, regardez bien tout cela. Bon, oui, et puis bon, effectivement, voilà. Oui, juste rapidement, c'est vrai que c'est vrai qu'on peut pas nécessairement, on n'a pas une bibliothèque dans la tête avec toutes les écoles, mais ce qu'on sait faire, en tout cas, c'est préparer plus ou moins n'importe quelle école. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est vrai que même si on ne connaît pas, on saura aussi regarder aux bons endroits pour se renseigner. Voilà. Bon, Edwidge, merci beaucoup pour ta participation. Tania, merci aussi. C'était une très belle surprise d'avoir Tania avec nous. Et voilà, merci à tous qui avaient pris du temps ce soir pour nous écouter. Tout est enregistré, donc je mettrai ça sur le site dès demain si vous voulez revisionner la vidéo, et puis on reste à votre disposition. Comme toujours, voilà. Un grand merci, une bonne soirée à tous. À tous, merci. À bientôt. Bye bye. Bye.